Madame Emel Abdellatif, bonjour. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors 6 mois, c'est l'échéance fixée par le président de la République pour la numérisation du secteur financier. Le compte à rebours a commencé, Madame Abdellatif. Effectivement, le compte à rebours a commencé, tout à fait. Cela étant, nous avions commencé à travailler, ça fait quelque temps déjà. Nous avions anticipé ça puisque Monsieur le Président de la République avait été clair sur l'impératif de la numérisation. Et ça s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale du ministère des Finances pour, bien entendu, réformer toutes les procédures et faire en sorte de moderniser les différentes administrations qui relèvent de ce département. Alors c'est une numérisation qui va acter la transparence et la performance en luttant contre certaines pratiques préjudiciables à l'économie nationale comme les fausses déclarations, Madame Abdellatif. Oui, tout à fait. La numérisation, je parlerai des services de l'administration fiscale à titre d'exemple. Donc, pour disposer de l'information fiscale, il est plus que nécessaire de dématérialiser les procédures et de faire en sorte de constituer une base de données qui permettrait de faire une analyse dynamique et prévoir des interfaces avec les différentes institutions. Nous disposons déjà du fichier des comptes bancaires. Nous avons également accès au fichier, bien entendu, des importations avec la Direction générale des douanes, mais ce n'est pas assez suffisant pour faire en sorte d'analyser toutes les informations à caractère fiscal et qui pourraient nous permettre de déceler tous les courants de fraude. Ça va créer une plus grande synergie et efficacité entre les différents domaines de la finance, puisque vous êtes jusqu'à présent, il faut le dire, et vous dire les choses comme elles sont, vous n'êtes pas interconnecté à part avec certains segments du commerce. En fait, il y a un travail. C'est-à-dire si on parle des impôts, avec les douanes, avec les banques, avec les domaines. Avec les banques, je vous ai déjà précisé justement qu'avec les banques, nous disposons par contre de l'information. Nous avons accès à tous les comptes bancaires, nous sommes alimentés, nous avons notre fichier par rapport à ça. Donc nous pouvons avoir connaissance des comptes bancaires de chaque personne ou de chaque entreprise. Pour ce qui est de la douane également, les opérations d'importation, nous avons connaissance de toutes les opérations d'importation et nous pouvons bien entendu faire les recoupements nécessaires. Un travail par contre se fait actuellement avec le cadastre, avec la Direction générale du domaine national, donc pour les données cadastrales, afin de récupérer les fichiers nécessaires à l'établissement de notre base de données, que ce soit pour asseoir la taxe la taxe foncière ou carrément pour faire en sorte d'asseoir l'impôt sur la fortune, puisqu'il s'agit justement de recenser tous les biens immobiliers, que ce soit du bâti ou du non bâti, détenus par, que ce soit bien entendu des personnes physiques ou des personnes morales. Les biens immobiliers qui peuvent constituer aussi, c'est-à-dire des valeurs refuges pour certaines pratiques frauduleuses. Mais pour la question que je vais vous poser, Madame Abdellatif, comment aujourd'hui rattraper tout le retard enregistré, puisqu'il y a un retard, il faut le reconnaître aujourd'hui, puisque le président de la République a donné un coup d'accélérateur et 6 mois, ça passe vite. Vous avez déjà une base de données qui pourra servir de plateforme, comme par exemple la télédéclaration qui existe déjà au niveau de la DGI, ou Djibayatik ou bien sûr l'application Moussa Mahamatik, sachant que Djibayatik c'est depuis 2009. Madame Abdellatif. Alors, juste une petite précision. Vous venez de citer que Djibayatik c'est depuis 2009. Pour mieux comprendre un petit peu et mesurer l'accélération de cette numérisation. En fait, plusieurs personnes font état de 15 ans de numérisation d'administration fiscale, mais il faut savoir qu'en 2009, c'était un projet, c'est-à-dire qu'il y a eu le lancement du projet. Les travaux avaient été entamés en 2009. Ensuite, dans la mesure où il n'y avait pas les prérequis nécessaires en termes d'infrastructure, par exemple, ou de formation des agents, le projet avait connu plusieurs arrêts entre 2009 et 2014. Donc, les travaux du projet avaient été repris de manière accélérée et effective à partir de 2014, où il fallait faire, je dirais, d'abord réécrire les procédures, écrire les procédures, parce que certaines procédures n'étaient même pas écrites. Il fallait également faire du re-engineering des procédures, puisqu'il fallait justement faire en sorte de créer des processus métiers qui pouvaient servir au système d'information. Djibayatik est un système d'information intégré, donc qui regroupe toutes les fonctionnalités de l'impôt,
et carrément des modules à partir de l'accueil. Vous avez le module accueil, donc il faudrait assurer une meilleure prestation de service en matière d'accueil pour le contribuable, de manière à ce qu'il puisse formuler ses demandes à distance également, et disposer de la faculté d'avoir accès justement à son fichier, à son compte. Et bien entendu, vous avez également des modules tels que assiette, liquider, recouvrer et contrôle, contentieux, même le pilotage. Donc c'est un système intégré qui doit avoir une vision globale, je dirais à 360 degrés sur le dossier de chaque contribuable, avec bien entendu la nécessité de créer des interfaces. Parce que vous avez aussi un module pilotage. Ce module pilotage qui est très intéressant va nous permettre de croiser les données, de faire une analyse dynamique et d'avoir accès à l'information à J-1. Et là, il va y avoir une agrégation de données. Par exemple, si j'ai besoin d'établir mon tableau de bord à partir d'indicateurs de gestion, bien entendu, vous aurez la possibilité d'avoir l'information sur une commune donnée ou sur plusieurs communes ou sur une wilaya, avoir le niveau du recouvrement, avoir le taux des défaillants, éventuellement les actions en recouvrement forcé qui ont été entamées, etc. Donc, tout ça, ça s'est fait, donc ça a été développé. Mais le déploiement effectif de GBATIC, le premier site, c'était au niveau du centre des impôts de Bebzouar en 2017. Ensuite, progressivement, donc graduellement, il y a eu plusieurs centres. Et en 2019, on a déployé la direction des grandes entreprises qui actuellement dispose et de la télédéclaration et du télépaiement. Le télépaiement se fait par prélèvement directement du compte bancaire des sociétés. Donc, par exemple, c'est vrai qu'au niveau des centres des impôts actuellement, je dirais entre 2020 et 2020, l'année 2020 et 2021, on a pu déployer GBATIC, malgré le Covid, etc., sur une dizaine de centres. Et il y a des prérequis avant le déploiement, parce qu'il faut savoir que les recettes classiques, je le dis quand même, les recettes classiques étaient sous une gestion papier. Donc, l'émargement se faisait manuellement, etc., et du coup, il fallait faire en sorte de renseigner des canevas, il y a 17 canevas, à renseigner de manière à ce que les données transactionnelles de chaque contribuable ne soient pas perdues, que ça soit repris. Parce que ce n'est pas des données plates, c'est en fait des données transactionnelles, l'historique du dossier de chaque contribuable pour ne pas perdre justement les créances fiscales. Alors, pour ne pas perdre ces créances fiscales, alors vous avez quand même ces moyens, c'est-à-dire on a parlé de la télédéclaration, GBATIC et Moussahamati qui vont servir de base de données pour accélérer ce processus de modernisation de la direction des impôts. Madame Amel Abdellatif. Oui, effectivement. Il y a un programme, par exemple, pour l'année 2023. On doit relever obligatoirement ce défi, puisqu'en 2023, on a un programme... Vous avez 6 mois de délai. Oui, tout à fait, exactement. Donc, en 2023, pour les sites qui sont réceptionnés, nous allons déployer GBATIC sur, je dirais, 41 sites. Le premier a déjà été déployé le 5 mars, c'était le CDI de Tipaza, Centre des impôts de Tipaza. Nous allons déployer donc 40 CDI, CPI, plus les 9 directions régionales des impôts, les directions des impôts de wilaya et les 3 services de recherche et de vérification. Mais en parallèle, il y aura des modules qui n'avaient pas été déployés, qui est le télépaiement. Je vous préciser que le télépaiement actuellement, c'est uniquement au niveau de la DGE. Donc, je vous informe que durant ce mois-ci, Inch'Allah, on va déployer le télépaiement au niveau de 3 sites pilotes qui sont prêts, puisque les contribuables ont adhéré pleinement à la télédéclaration. Et c'est des sites qui sont déjà prêts à accueillir le télépaiement, tels que le centre des impôts de Tlemcen, le centre des impôts d'Alger Centre et le centre des impôts de Béjaïa. Ça va se faire durant ce mois, Inch'Allah. Et ça va s'élargir graduellement sur les 6 mois. Exactement, voilà. Après le retour d'expérience de ces 3 centres, on va essayer de généraliser au niveau des centres qui disposent déjà de GBATIC. Mais en parallèle, Moussahamati, qui a été développé et déployé à partir de juillet 2020 jusqu'à 2022, donc durant toute cette période, juillet 2020 jusqu'à décembre 2022, jusqu'à présent, on a déployé sur 236 recettes. Donc ces 236 recettes qui disposent de Moussahamati permettent aux contribuables de télédéclarer
à distance et de télépayer à distance. Sachant que l'acte de télédéclarer et de télépayer est différent. Pourquoi ? Parce que souvent le contribuable ne remet pas bien entendu ses coordonnées bancaires à son comptable. Donc on a laissé le soin au comptable de faire la télédéclaration et le télépaiement se fera par le titulaire de la carte bancaire. Il faudrait que ces contribuables sachent qu'on a fait un travail avec la BEF de manière à réviser le plafond des cartes bancaires jusqu'à 10 millions de dinars. Donc ils n'ont qu'à se rapprocher de leur banque pour demander à ce que les cartes corporate, justement, leur plafond soit révisé à la hausse pour qu'ils puissent s'en servir. Alors ça va être lancé durant ce mois pour le télépaiement, bien sûr, hormis les grands contribuables qui ont déjà commencé par, bien sûr, la direction des grands contribuables. Alors ça, vous avez une idée de contribuables cibles, par exemple? Ça concerne tous les contribuables sans exception? Pour le télépaiement? Oui. Oui, tous ceux qui sont dans la base de données du BEATIC, bien entendu. Voilà. Donc, au niveau de ces 3 centres, par exemple, les contribuables qui relèvent de ces 3 centres devront émarger au télépaiement. Alors, on le sait aujourd'hui qu'il y a eu quand même un retard dans la numérisation du secteur des finances, y compris celui, bien sûr, des impôts, puisqu'on en parle depuis pratiquement 2006, on parle de certaines applications depuis 2009. Vous avez donné, bien sûr, les clarifications par rapport au retard enregistré dans, bien sûr, la mise en œuvre effective de GBETIC. C'est faute de moyens ou d'une législation souvent rigide que vous n'avez pas pu, qui a été à l'origine du retard en termes de développement des actions nécessaires pour assurer cette transformation digitale qui permet de s'inscrire dans la modernité. Et si je parle bien sûr de cette législation, je fais référence au Code des marchés publics. C'est sa rigidité qui a fait qu'on n'ait pas pu déployer les moyens nécessaires. En fait, je dirais que c'est un tout. Il y a tout un écosystème qui devait être prêt anciennement. Actuellement, alhamdoulilah, tout est mis à la disposition de la DGI. Monsieur le ministre des Finances avait même fait part de ça. À partir de 2023, justement, la DGI disposera des moyens nécessaires pour accélérer ce processus, justement, de modernisation, numérisation. Mais à une certaine période, c'est vrai qu'il y avait eu des restrictions budgétaires, bien entendu. Il y a eu un départ massif en retraite également. Et puis, donc, nous ne disposions pas d'infrastructures nécessaires, ni de ressources humaines nécessaires permettant justement d'avancer efficacement dans les travaux. Actuellement, il y a une opération de recrutement d'ingénieurs en informatique, une trentaine pour une première vague, justement, une trentaine d'ingénieurs en informatique qui est en cours. Et puis, en termes de moyens, nous avons été dotés pour 2023 d'un budget spécial qui nous permettra justement l'acquisition des infrastructures nécessaires et avancer rapidement dans les travaux de numérisation. Mais est-ce que c'est les moyens qui ont retardé cette modernisation ou il y a aussi d'autres paramètres à prendre en considération, une sorte de réticence, car cela va consacrer la transparence totale dans toutes les opérations fiscales? Effectivement, il y a écoutez, il y a une résistance l'évasion fiscale, qui avait été constatée, les fausses déclarations, qui avait été constatée, une résistance parce que GBETIC va permettre d'assurer une transparence dans les que ce soit relations contribuables, administration administrée, les relations entre les différents opérateurs, puisque ça va nous permettre de croiser des informations. Je vous donne le cas par exemple de l'état récapitulatif annuel, l'ERA, ce qu'on appelle l'ERA, qui se fait par télédéclaration. Cet état-là permet d'assurer justement une objectivité dans la programmation des dossiers en vérification de comptabilité. Donc, comment ça va se faire ? Cet état reprend les principales rubriques de la déclaration annuelle. Et là, ça va aider l'outil d'aide à la programmation à détecter, je veux dire, les dossiers à haut risque. Ces dossiers-là seront cotés. Avec cette cotation, on pourra avoir accès à une information, c'est-à-dire que voilà, ce dossier doit être programmé. Et c'est plus l'agent qui va programmer le dossier, mais c'est plutôt l'outil qui va déceler les cas de risque nécessitant une programmation en vérification de comptabilité. Et rapidement, ça va augmenter le niveau de recouvrement fiscal ? Bien entendu, ça va augmenter le niveau de recouvrement fiscal puisqu'il va y avoir une efficacité en termes de contrôle fiscal. Alors, Madame M.El Abdellatif, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On parle bien sûr de cet outil qui est nécessaire aujourd'hui, un outil d'aide à la décision et qui se consacre aujourd'hui la transparence. Le président de la République a donné un délai de 6 mois au secteur des finances pour assurer cette numérisation qui permettra bien sûr de consacrer la transparence et lutter contre certaines pratiques
frauduleuses, comme par exemple les fausses déclarations pour augmenter le niveau de recouvrement. Alors le niveau de recouvrement, aujourd'hui, il est en deçà des potentialités par rapport à notre, bien sûr, l'activité économique. Madame Amel Abdellatif, puisque certains disent que le tableau montre l'ampleur de l'écart entre la perception réelle et les potentiels des recettes fiscales au niveau de la DGI. C'est une réalité. Oui, effectivement, c'est une réalité, tout à fait. C'est indéniable. Le niveau des recouvrements peut être beaucoup plus important vu le potentiel, notamment en termes d'opérations économiques. Et raison pour laquelle il est plus que nécessaire d'accélérer la numérisation, c'est vrai, mais en même temps de se doter d'informations utiles à l'analyse de l'information fiscale. À l'analyse des données fiscales, justement. À titre d'exemple, nous avons, pour répondre justement à cette préoccupation, développé une application, une solution, je dirais, informatique, qui s'appelle Maaloumatik. Maaloumatik, c'est-à-dire votre information. Et là, c'est en fait un croisement de données entre l'État client et l'État fournisseur. Parce que nous sommes rendus compte qu'en exploitant ces États, qui nous parvenaient de manière, je dirais, c'est une exploitation classique, hein, le contribuable devait joindre à sa déclaration un État client, donc annuellement, et l'État fournisseur pour justifier la déduction de la TVA, par exemple. Et bien entendu, le traitement de l'information se faisait de manière très classique. Et on accusait beaucoup de retard. Il arrivait parfois où l'information qui était exploitée concernait 3-4 années en arrière, et avec un risque de prescription. Donc, raison pour laquelle on a développé cette solution pour constituer une base de données donc de l'État client et l'État fournisseur pour croiser l'information. Le client de l'un et fournisseur de l'autre. Vous voyez, donc le croisement de données nous permet de déceler éventuellement les sous-déclarations ou carrément donc des opérations qui ne sont pas déclarées. Mais quel est leur niveau aujourd'hui par rapport au ratio du recouvrement et les sous-déclarations, puisque déjà, il y a quelque temps, vous avez parlé de l'équivalent de 13 682 milliards de dinars qui restaient à recouvrer, et c'était en 2020. Les 13 000, c'est plutôt les restes à recouvrer, et non pas en termes, et ça ne concerne pas que des créances fiscales. Là, les 13 000 englobaient également les amendes fiscales, mais en réalité, en termes de reste à recouvrer propre à la fiscalité. Donc, c'est plutôt 6 000 milliards, 6 000 et quelques. 6 000 milliards. À recouvrer. Oui, de reste à recouvrer, effectivement. Et là, bien entendu, parmi ces 6 000 milliards, il y a plusieurs créances très anciennes qui concernent parfois des sociétés dissoutes. Et parfois, ça concerne carrément des contribuables non localisés. Certains contribuables pour lesquels il y a eu des redressements et qui ne sont pas localisés puisqu'il s'agissait d'informations incomplètes. Vous imaginez, une information nous parvient éventuellement sur des opérations de vente effectuées par une entreprise à une tierce personne, et cette personne-là avait anciennement communiqué de faux identifiants. Et il faut savoir qu'avant 2019, les opérateurs n'avaient pas la possibilité de vérifier les coordonnées repris, communiquées par éventuellement leurs clients. Mais en 2019, fort heureusement, on a mis à leur disposition, au niveau de la plateforme de la DGI, la possibilité de vérifier le numéro d'identifiant fiscal. Et ils ont la possibilité également de vérifier le numéro du registre de commerce. Donc, ils sont responsables des informations qu'ils reprennent au niveau de leur état client, puisqu'ils peuvent aisément vérifier ça. Alors, vous dites qu'il n'y a pas il est moindre, hein. Vous dites qu'il n'y a pas prescription, donc on peut les recouvrer quand même. Écoutez, ou c'est de l'argent qui est perdu? Non. On peut les recouvrer à partir du moment où le receveur des impôts a l'obligation de signifier un commandement pour justement faire en sorte d'arrêter la prescription quadriennale, et ça ouvre un nouveau délai de prescription qui est la prescription civile. Donc le premier acte de poursuite, c'est le commandement. Une fois signifié, bien entendu, ça arrête la prescription quadriennale et c'est la prescription civile qui court. Et que ce soit pour les biens qui sont ici en Algérie ou à l'étranger, c'est le même principe, Madame Amel Abdellatif? Écoutez, pour ce qui est tout ce qui est à l'étranger, on a la possibilité de disposer d'un autre moyen qui est l'assistance au recouvrement. Donc les conventions fiscales de non-double imposition prévoient cette possibilité. Donc il y a une assistance administrative entre les différents pays qui sont signataires de ces conventions, sachant que l'Algérie a anticipé justement et a adhéré au forum, forum sur la transparence fiscale,
Forum international sur la transparence fiscale. Donc, et ça nous permet de disposer des informations avec tous les pays qui émargent à ce forum, grâce à une convention, bien entendu, multilatérale. Et cet échange d'informations nous permettra effectivement de vérifier tous les revenus éventuellement qui ne sont pas déclarés par certains contribuables et recouper l'information nécessaire pour asseoir soit l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la fortune, sachant qu'avec la loi de finances 2022, on a pu insérer, donc il y a eu une nouvelle mesure qui permet justement la vérification de l'impôt sur la fortune au même titre que l'impôt sur le revenu sur place. C'est-à-dire que c'est une vérification globale des revenus des personnes et de l'impôt sur la fortune s'ils sont assujettis à cet impôt. Mais bien sûr, avec cette numérisation, ça permettra d'avoir un meilleur tableau de bord pour l'institution de l'impôt sur la fortune, puisque même le président de la République a évoqué le fait que nous n'avons pas les outils nécessaires pour évaluer la fortune. Tout à fait, parce que disposer du fichier de l'immobilier est primordial, justement. Le travail qui se fait avec la Direction générale du domaine national abonde dans ce sens. Pourquoi ? Parce qu'il est plus que nécessaire de disposer de ce fichier pour faire en sorte d'analyser l'information, vérifier est-ce que ces biens ont été déclarés, et est-ce qu'en définitive, ces contribuables sont assujettis à l'impôt sur la fortune. Donc pour l'instant, nous avons pu récupérer, nous sommes en train d'exploiter, parce que les informations telles qu'elles sont insérées au niveau donc, du fichier du cadastre, ce n'est pas les mêmes informations que celles reprises au niveau de notre fichier de la taxe foncière. C'est-à-dire que nous, l'analyse se fait par zone, sous-zone, commune, etc. Alors que eux, c'est par îlot. Donc la difficulté, c'était là. Pour trouver une clé de recoupement, c'était un petit peu difficile et le travail devait se faire de manière à ce que les informations se parlent entre elles. Voilà, donc pour qu'on puisse croiser les données. On ne peut pas démarrer uniquement avec un nom-prénom parce que sinon on va se retrouver avec des homonymes. Alors je voudrais vous poser cette question quand même, Madame Emel Abdellatif, par rapport à cette polémique qui concerne bien sûr c'est-à-dire ces promotions immobilières qui sont en train de pousser dans notre pays comme des champignons. Est-ce que cela pourrait être considéré comme des opérations de blanchiment d'argent, sachant que l'immobilier, c'est le bien refuge pour le blanchiment d'argent? C'est la raison pour laquelle on est en train de zoomer aujourd'hui sur ces promotions immobilières. Écoutez, ça peut l'être facilement parce que, en définitive, comme il y a même ces promotions, comme vous dites, poussent. Ça se construit très vite. Oui. Bon, maintenant, si c'est un promoteur immobilier, qui est agréé, etc. À ce moment-là, il devrait avoir de quoi justifier justement ses réalisations. Mais si c'est des personnes physiques qui éventuellement construisent des promotions immobilières, là, il s'agit d'une opération éventuellement commerciale qui n'est pas déclarée. Vous vous intéressez à ces dossiers ? Oui, on s'intéresse à ces dossiers parce qu'il y a un travail qui a déjà été fait, ça fait quelques années, où on avait clairement mentionné que au-delà d'un certain nombre je dirais, d'appartements construits, etc. et tout, il y a un caractère commercial. Parce que qu'est-ce qui définit l'acte de commerce ? C'est le caractère répétitif et habituel. Donc, au-delà d'un certain nombre d'appartements construits éventuellement, et là, on devient un commerçant de fait. Et bien entendu, il faudra justifier les ressources qui ont permis et qui ont servi à la réalisation de ces constructions. Alors, nous sommes dans un contexte où nous devons aussi accélérer la cadence de l'investissement dans notre pays pour créer la richesse, créer des emplois qui sont nécessaires. Nous avons tous les atouts et tout le monde l'atteste au niveau de la région et au niveau à travers toutes les institutions du monde aujourd'hui, toutes les potentialités pour bien sûr accélérer notre émergence et atteindre bien sûr le développement nécessaire. La DGI, elle a un rôle important dans ce domaine-là, l'accompagnement des investisseurs potentiels par rapport, bien sûr, à l'allègement de certaines procédures fiscales. Oui. Et l'attractivité, bien sûr, de l'investissement. Effectivement, d'ailleurs, dans ce cadre-là, ce qu'on a fait, ça fait ça fait une semaine, pratiquement, c'était avant le mois de Ramadan, juste avant, on a prévu une journée d'études au niveau du ministère des Finances, sous le patronage de Monsieur le ministre des Finances, pour faire connaître aux différents opérateurs économiques, aux différents investisseurs. Donc les mesures de facilitation, que ce soit en termes de création de dossiers,
ou en termes d'accomplissement des différentes obligations de déclaration et de paiement. Parce que souvent, ces opérateurs n'ont pas connaissance de ces facilitations. La numérisation va faciliter tout cela. Tout à fait. Donc, on a même fait part de Moussahématique pour ceux qui relèvent des structures des impôts qui ne sont pas dotées de Djibayatik, pour leur faire part que vous n'avez pas besoin de vous déplacer chaque mois pour souscrire vos déclarations mensuelles. Au contraire, on met à votre disposition un moyen de télédéclarer à distance et de télépayer à distance. L'avantage, c'est qu'ils peuvent le faire 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est un gros avantage, ça permet un gain de temps, d'autant plus que c'est sécurisé, puisqu'on a travaillé sur ça avec la SATIM aussi. Donc il n'y a aucun souci, leurs coordonnées bancaires sont protégées, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et on leur a fait part des différentes facilitations en matière de paiement, la souscription de calendrier de paiement, la procédure de rééchelonnement, pour ceux qui sont en difficulté financière, les demandes de remise gracieuses qui peuvent être accordées, que ce soit en termes de pénalité ou éventuellement même pour certains impôts et taxes. Bien entendu, ceux qui n'ont pas de caractère de détention pour compte. À titre d'exemple, l'IRG salaire, on ne peut pas leur accorder une remise parce qu'ils ont prélevé l'IRG salaire de leur employé, il aurait fallu le reverser immédiatement. Donc, il y a toutes ces facilitations auxquelles ils n'ont pas pu avoir accès par rapport à l'information, mais il est nécessaire qu'ils se rapprochent, qu'ils consultent éventuellement notre site pour qu'ils s'informent par rapport à cet accompagnement. Parmi les accompagnements aussi, pour les exportateurs, on a essayé de faire en sorte de prévoir un traitement particulier. D'ailleurs, on a dédié un mail pour les exportateurs afin qu'ils nous fassent part de leurs difficultés également. Donc il y a plusieurs mesures, même sur le plan législatif. Le législateur a prévu des dispositions d'aide et d'encouragement en termes d'abattement. Par exemple, dans le secteur de la production, s'il y a réinvestissement pour les équipements de production, au lieu d'appliquer le taux plein en matière d'impôt sur le bénéfice de 19%, il y a un taux de 10%. C'est très encourageant. Il y a plusieurs facilitations, que ce soit d'ordre législatif ou carrément sur le plan opérationnel en termes de facilitation des procédures fiscales. Tout ça s'inscrit dans une démarche globale en fait de modernisation et de réforme du secteur des finances, parce qu'il n'y a pas que la DGI, la Direction générale des impôts, effectivement. La fiscalité est un levier, tout à fait, est un levier, mais en même temps, les autres secteurs tels que la Direction générale des douanes ou en termes de comptabilité publique également. Il y a plusieurs réformes qui ont été engagées par le département dans ce sens. Il y a aussi les domaines par rapport à l'acquisition, bien sûr, du foncier, même s'il relève, bien sûr, son attribution du ministère de l'Industrie, mais les actes, c'est toujours les domaines. Alors, certains considèrent qu'il y a trop d'impôts en Algérie. Les taxes sont évaluées pratiquement à 35 chapitres pour les opérateurs économiques, si ce n'est plus, Madame, bien sûr, Abdellatif. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? Vous dites, c'est le régime le plus simplifié et le plus léger, or que les opérateurs se plaignent un peu de la lourdeur de la fiscalité sur leur activité. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés depuis 2020 jusqu'à ce jour, avec les différentes dispositions de loi de finances qui ont été modifiées juste après les assises, parce que justement cette préoccupation avait été soulevée, pour laquelle nous avions prévu des dispositions qui ont été justement proposées au niveau de la loi de finances. Plusieurs ont été retenues. Donc, en termes de simplification, première des choses, c'était le problème, vous parlez d'entreprise. Donc là, par exemple, en matière d'impôt sur le bénéfice, souvent on faisait part de la pression fiscale parce qu'il s'agissait d'une contrainte liée à la déductibilité des charges. Donc certaines charges admises en déduction étaient plafonnées, d'autres ne l'étaient pas du tout, quand bien même elles étaient en relation directe avec l'activité de l'entreprise. Donc il y a eu une révision de manière à alléger cette charge fiscale au profit des entreprises, d'autant plus qu'il y a eu une disposition très importante, d'ailleurs sur instruction de Monsieur le Président de la République, c'était la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle, qui a été supprimée carrément pour le secteur de la production et qui a été révisée pour le reste des secteurs de 2% à 1,5%. Donc la pression a réellement baissé. Maintenant, pour la taxe sur la valeur ajoutée, ce n'est pas l'opérateur en lui-même qui la supporte, mais c'est le consommateur final. Ça c'est en fait un impôt sur la consommation. Donc c'est assis sur la valeur ajoutée.
et ce n'est pas l'opérateur, il ne fait que la collecter puisqu'il a la possibilité de déduire la TVA qu'il a supportée en amont sur ses achats. Pour les autres taxes, nous avons les taxes en fonction de la nature de l'activité exercée. Le secteur, je dirais, pour ce qui est de la publicité, il y a des taxes qui concernent la publicité, il y a des taxes environnementales, mais en même temps, il y a plusieurs exonérations qui sont prévues en faveur d'autres secteurs, tels que le tourisme, tels que l'agriculture, etc. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs questions des auditeurs ce matin. Madame Emel Abdellatif, le secteur, bien sûr, des fiscs intéresse tous les Algériens de près ou de loin, puisque même les salariés sont prélevés à la source et ça relève quand même un taux assez conséquent sur leur salaire qui est de 35%. Est-ce qu'il y a des efforts qui vont être aussi engagés, puisqu'il y a eu déjà cet effort lancé par le président de la République de baisser un peu l'IRG sur les salaires les plus bas, avoisinant pratiquement les 30 000 dinars? Alors, est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de votre département pour le faire? Juste une petite précision. Le taux n'est pas de 35%. C'est un barème. Donc, à oui, taux variable, progressif. voilà. C'est progressif. C'est progressif. Disons que plus vous avez du salaire, plus vous payez. Voilà. C'est un barème progressif. Donc, la dernière tranche est de 35%. Mais vous ne pouvez pas arriver spécialement à 35%, jusqu'à 150 000 dinars mensuellement. Donc, c'est, je dirais, par rapport à ce qui se pratique dans d'autres pays, et notamment des pays voisins, la pression fiscale n'est pas aussi ressentie que ça. Cela étant, il y a eu un effort considérable les dernières années. Effectivement, les 30 000 dinars, il y a eu exonération. Mais suite aux instructions de M. le Président de la République, il y a eu également révision pour d'autres tranches, de manière à baisser la pression fiscale sur les ménages. Ça, c'est fait, puisqu'il y a eu révision des tranches du barème et des taux marginaux. Il y aura d'autres révisions à l'avenir ? Écoutez, je ne peux pas me prononcer sur ça, parce que il faut savoir que toute baisse d'impôt où toute exonération doit être compensée par une recette. On doit faire face à des dépenses. On pourrait arriver à ça s'il y avait une inclusion fiscale et faire en sorte d'élargir l'assiette. Quand on parle d'élargissement de l'assiette, c'est faire en sorte d'imposer l'ensemble des populations qui réalisent des revenus justement assujettis à l'impôt sur le revenu. Et c'est un acte citoyen, c'est une contribution du citoyen à l'égard de son État. Pourquoi certains sont concernés et d'autres ne le sont pas aujourd'hui, Madame Emel Abdellatif, puisque vous avez aussi des secteurs qui sont générateurs de richesse et qui ne payent pas la taxe nécessaire, comme par exemple certaines activités artisanales. Vous avez des pâtissiers ou des boulangeries qui payent un taux marginal qui avoisine les 6%. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller aujourd'hui à la suppression de ce taxe forfaitaire? Je suppose que vous parlez je suppose que vous parlez de l'impôt forfaitaire unique. En fait, l'impôt forfaitaire unique, il est prévu pour une tranche de contribuables qui réalisent des opérations pas très importantes. C'est-à-dire que les boulangers et les pâtissiers, c'est pas très important. Écoutez, il ne faudrait pas que leur chiffre d'affaires dépasse 8 millions de dinars. Il le dépasse aujourd'hui. On le dépasse. Visu. Alors, pour ceux qu'il y a des contrôles qui sont opérés pour constater, parce que de visu, on peut constater. Pour ceux qui dépassent 8 millions de dinars, il y a des opérations de redressement nécessaires de manière à les basculer vers le régime du réel. Parce que seuls ceux qui réalisent un chiffre d'affaires ou des recettes moins de 8 millions de dinars sont assujettis à l'impôt forfaitaire unique. Au-delà, ils doivent obligatoirement être soumis au régime du réel. Et vous avez aussi certains employés qui vous disent qu'on paye plus que certaines activités commerciales et que ce n'est pas juste parce qu'il faut aussi une justice qui soit appliquée en termes de recouvrement fiscal à l'égard de tous les Algériens. Alors, vous avez abordé la question de l'inclusion financière, justement. Oui. Par rapport à cette question de l'inclusion financière, vous n'êtes pas les seuls qui êtes concernés. On évalue aujourd'hui l'argent circulant hors des circuits de l'État à 90 milliards de dollars. C'est le président de la République qui a donné ce montant. C'est un montant qui est issu pratiquement de l'évasion fiscale. Il faut dire les choses comme elles le sont aujourd'hui. Madame Emel Abdellatif, comment récupérer cet argent? Est-ce que, par exemple, cette visibilité avec la numérisation permettra d'éradiquer graduellement cet informel, puisqu'il y a une batterie de mesures qui sont en train d'être engagées au niveau de votre département ministériel? Oui, effectivement. La numérisation permettra aisément d'arriver justement à l'exploitation de cette information nécessaire à asseoir l'impôt. Pourquoi ? Parce que, en fait, au niveau de notre département, je vous cite l'exemple éventuellement de personnes ayant pu bénéficier de marchés publics.
D'accord? Donc là, c'est une information facilement exploitable parce que tous les paiements passent par le Trésor public. Et bien entendu, ça nous permettrait éventuellement de déceler tous les cas de sous-déclaration ou de défaut de déclaration, chose qui a déjà été constatée. Certains opérateurs qui ne déclaraient pas justement leurs recettes ou leur chiffre d'affaires et pour lesquels nous avions programmé soit un contrôle de déclaration, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous un contrôle sur pièce au niveau des locaux de l'administration, ou un contrôle sur place par le biais de vérification de comptabilité. Et c'est là où on décèle éventuellement des défauts de déclaration ou des insuffisances de déclaration. Pour certains cas, c'est des cas de manœuvre frauduleuse et là, bien entendu, on leur applique des pénalités pour fraude fiscale avec un dépôt de plainte pour Vous fraude avez fiscale. des estimations annuelles? Là en tête, pas nécessairement, pas réellement, mais je dirais ça avoisine. Pour l'année 2020, la dernière année, c'était à hauteur de 64 milliards de dinars. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, bien sûr, par rapport à cette inclusion financière, pour recouvrer cet argent qui circule dans l'informel, il y a cette option qui avait été, initiée, à savoir la possibilité d'aller vers une amnistie fiscale. Même le président de la République n'a pas écarté cette éventualité. Ça pourrait être le cas, éventuellement? Écoutez, là, c'est une décision qui relève des hautes autorités, Pour le reste, il est vrai que l'administration fiscale dispose donc d'outils pour assister les opérateurs ou les personnes physiques qui sont en difficulté financière. Donc il y a des révisions en termes de pénalités ou éventuellement d'impôts, des remises ou des modérations pour permettre aux citoyens, donc aux contribuables personnes physiques ou morales, de s'acquitter de sa dette fiscale dans de meilleures conditions, sans pour autant, je parle des opérateurs, sans pour autant influer négativement sur leur activité. On va annoncer que peut-être une bonne nouvelle, puisque avant bien sûr de rejoindre le studio, vous m'avez parlé d'une nouveauté, c'est éventuellement d'aller vers le paiement de la vignette automobile, la vignette automobile via, bien sûr, ces applications que vous mettez en place. Ça va être pour les prochains jours? Prochains jours, non. Je dirais plutôt que les travaux sont en cours. Il y a tout un travail qui se fait d'ailleurs avec la collaboration du ministère chargé de l'Intérieur et des collectivités locales. Et bien entendu, le projet, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition des citoyens un outil, une plateforme leur permettant d'acheter la vignette en ligne sans pour autant devoir justement... C'est rush au niveau de la poste. C'est ça. Et des bureaux, il reste uniquement la partie contrôle, parce que l'idée plutôt c'est de prévoir ça avec un QR code. Et bien entendu, on attend uniquement de voir avec les institutions habilitées et régler la question du contrôle. Et ça vous évitera de proroger les délais, puisque les délais ont été prorogés au 30 avril. Oui, effectivement, les délais ont été prorogés au 30 avril, hier d'ailleurs. Nous avions pris connaissance que plusieurs citoyens n'ont pas pu s'acquitter de la vignette, malgré le fait que samedi, nos services ont assuré justement la vente des vignettes, que je remercie et que je salue au passage, parce que ils ont quand même répondu à l'appel. Mais malheureusement, plusieurs citoyens avec le mois de Ramadan n'ont pas pu s'en acquitter, raison pour laquelle il y a eu prorogation. Madame Emel Abdelatif, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Également, merci.